Moi, je suis née au Guatemala, en Amérique centrale. Et j'ai grandi dans un quartier. Là-bas, on appelle ça une colonie. C'est un projet très intéressant parce que mon père, il a travaillé tous les week-ends et tous les soirs avec un groupe de peut-être 40, 50 autres familles pour construire les maisons de tous. J'ai grandi dans cette ambiance-là où on jouait dans la rue et on se connaissait avec tous les gens autour. Je viens d'une famille où la musique, la danse, les histoires, les blagues étaient toujours présentes. Je me dis toujours que tous dans ma famille auraient pu être comédiens ou danseurs. Et ils le sont en général. C'est une famille qui danse les danses populaires et qui raconte des blagues. J'ai commencé à étudier la danse quand j'avais 9 ans, grâce à ma mère qui m'a amenée à l'école de danse, qui était une école publique, hein, parce qu'on n'avait pas, je viens d'une famille classe moyenne pauvre, quoi, et on n'avait pas les moyens de payer une école privée. Et j'ai persévéré. Et j'ai commencé à travailler à 16 ans à la Compagnie nationale de danse classique. À 20 ans, je suis allée à un cours d'expression corporelle et création collective théâtrale. Ça a été vraiment une découverte parce que la danse que j'adorais et que j'adore ne me permettait pas d'exprimer mes préoccupations fondamentales qui étaient sociales. Parce que je viens d'un milieu très injuste, avec beaucoup de racisme, et avec des inégalités économiques mais graves, et ça me touchait. 3 ans après, j'ai renoncé à la compagnie de danse classique où j'étais fonctionnaire, j'avais un travail à vie, j'avais 21 ans ou 22, parce que je voulais faire du théâtre de création collective, de théâtre populaire et aller jouer comme on faisait déjà avec les groupes que j'ai fondés avec d'autres jeunes danseurs et comédiens au Guatemala en 1980. Moi, j'étais toujours très... Je m'identifiais depuis enfant avec les Indiens. Je me sentais indienne, je ne comprenais pas pourquoi je ne parlais pas, pourquoi je ne m'habillais pas, pourquoi je posais toujours des questions un peu insolubles pour mes parents. Et je voulais apprendre une langue maya. Au Guatemala, on parle 24 langues différentes. L'espagnol est seulement une de celles 24. Des milliers de personnes comme moi, je pense, avions cette conscience qui était dans l'air. Récupérer nos racines, être consciente de qu'on avait une éducation colonialiste, qu'on était colonisé à fond, récupérer notre musique, construire la nôtre. Et évidemment, on prenait conscience de notre dépendance économique aussi des États-Unis et des autres pays développés. Mais on parle des années 80, on parle d'une répression énorme au Guatemala. Et on a été menacés, réprimés, persécutés. Et beaucoup de amis proches ont été assassinés, disparus. Et à un moment donné, on s'est dit, on nous a conseillé de quitter le pays. Et donc, en 1980, j'ai quitté le pays avec mes collègues du groupe de théâtre, Théâtre Vivo. On a profité d'une invitation qu'on avait dans un festival au Canada. Mais au retour, on est retourné à Mexique, pas au Guatemala. Et en pensant, comme on le croit toujours quand on quitte le pays dans ces conditions-là, que dans 2 ans, tout va revenir. Et ça fait 36 ans. Les chiffres parlent de 250 000 morts, 45 000 disparus, 1 million de déplacés, pour un pays qui à l'époque avait 9 millions d'habitants.
je fais partie de ces millions de déplacés. Hein. Je ne suis pas une exception. Je suis arrivée en 80, dans un moment où demander l'asile politique pour un Guatémaltèque comme moi, c'était pas... Une fois passé la longue queue de la préfecture, et ce n'était pas si compliqué. Ce n'est pas comme aujourd'hui, chose que je regrette, j'ai même honte. Parce que j'étais réfugiée, parce que je suis française, j'ai la nationalité française maintenant, et parce que je suis un être humain. J'ai vécu pendant presque 20 ans, 18 ans, toujours en voyageant, beaucoup, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Europe. Je ne suis jamais allée en Afrique, j'espère que le faire encore. Un peu au Japon, oui, j'ai été. J'ai vécu dans des grandes villes, à Paris, à Madrid. J'ai vécu pas mal en Allemagne aussi. C'était presque comme être toujours de passage, quelque part. Et je ne suis jamais retournée à vivre. Hein. Et je suis passée 20 ans sans y aller. Et au bout de 20 ans, après des accords de paix qui ont été signés en 1996, je suis retournée pour jouer. Et j'ai eu l'énorme émotion de jouer dans les pays, une pièce que j'avais beaucoup joué dans des festivals en Russie, en Scandinavie, en Amérique. J'ai raconté avec cette pièce l'histoire d'une femme indienne qui avait survécu à un massacre d'après des témoignages des femmes. J'ai commencé à vivre ici en Ariège à l'époque. Et c'est en Ariège que je semais mes graines. Je suis arrivée avec mon ex-compagnon et un enfant, notre premier enfant. Et ma deuxième fille est née ici. Et en Ariège, ça a commencé un vrai enracinement et je pense que ce n'est pas un hasard. J'ai senti dans l'environnement, dans les montagnes qu'on voit proches, quelque chose qui m'apaisait et qui me faisait penser en fait à ma ville, parce qu'à Guatemala, elle est entourée de volcans et il y a beaucoup de montagnes. Moi, j'adore la mer, mais j'appartiens plus à la montagne, aux arbres. Ça fait 24 ans que j'habite en Ariège. J'habite au Foulon et j'anime des ateliers d'expression dans les quartiers pour les femmes. Et j'anime aussi un atelier théâtre pour les petits du quartier avec un groupe d'amis. On a fondé, on va dire, l'association, on a créé l'association Regard des femmes. Ce qui est fondamental, c'est mettre en lien les femmes et découvrir ensemble ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'on voudrait faire. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental parce que, disons que j'ai appris dans tous ces parcours, où j'ai vécu dans différents pays, où je ne parlais pas la langue. Et je viens aussi d'un pays où beaucoup de gens ne parlent pas la langue officielle. Et je sais aussi ces difficultés. Mais je sais aussi la richesse. Je pense que c'est vraiment important qu'on s'ouvre à cette idée de complémentarité culturelle, qu'il y a des cultures différentes et qu'on peut, dans les conflits même qui se produisent quand on se rencontre, et apprendre de chaque côté. Donc, je pense que c'est pour ça que j'essaye de tenir un peu ce rôle de pont, d'essayer de faire rencontrer les gens, même si on ne parle pas la même langue, même si on n'a pas les mêmes croyances. C'est ça que je cherche parce que c'est la définition de l'art qui me convient le plus comme
quelque chose qui peut nous faire sentir poussière de la même étoile, fils du même Dieu pour ceux qui croient, de nous rassembler comme humains et de célébrer ça parce que c'est génial.